Bonjour à tous, je suis David Tellerman de Bicharp. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Del Rosso de la société fiduciaire GVA Conseil SA, qui est une société spécialisée pour les fiscalités des frontaliers. Il n'y a pas de son? Il y a rien du tout en fait qui est affiché. Ok, super. Il y a rien du tout. T'as bien pu connecter ou... Ouais. Problème technique. Ok. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon du coup. Ok. Tu m'as fait peur. Désolé pour le contretemps. Donc on a la technique. Tout va bien. Alors je recommence. Donc Raphaël Del Rosso, qui est le fondateur de la société fiduciaire GVA Conseil SA, spécialisée dans la fiscalité pour le canton de Genève, à la fois pour les PME et les particuliers. Et notamment, il s'est forgé une réputation sur les frontaliers. Alors, on va aujourd'hui traiter le sujet du statut de quasi-résident, qui est un sujet assez intéressant que finalement pas tout le monde connaît. Et vous allez voir l'intérêt peut-être pour vous en tout cas d'être affilié à ce régime. Donc Raphaël va nous présenter tout ça. Vous pouvez poser vos questions directement sur la page. Il y a un espace sur la droite, vous pouvez le voir, qui est relatif à... Vous pouvez poser vos questions. On va en sélectionner quelques-unes et on traitera à la fin en tout cas du webinaire, un certain nombre de questions. Voilà. Donc Raphaël, la parole est à toi. Merci à Bicharp et à David de nous inviter ici dans leurs locaux pour parler du statut de quasi-résident. Donc le statut de quasi-résident, c'est un statut qui est né en 2009 suite à un arrêt du tribunal fédéral du 26 janvier 2010 où une personne qui s'appelle Frédéric Vallée a gagné le droit de déduire ses frais effectifs pour sa déclaration fiscale. Donc voilà. Il y a une condition qui est primordiale, et c'est la seule et unique condition pour avoir accès au statut de quasi-résident, c'est qu'il faut avoir le 90% du revenu qui est réalisé sur le territoire suisse. Donc ça peut être ça peut être une personne, ça peut être un couple, mais il faut être marié, mais le 90% doit être du revenu du foyer doit être réalisé sur le territoire suisse. Alors, qu'est-ce que c'est le statut de quasi-résident? C'est un statut en fait qui permet de déduire les frais effectifs, les frais réels, et de renoncer aux frais forfaitaires qui sont déjà inclus dans le taux d'imposition à la source. Donc, c'est pas parce qu'on a le droit au statut de quasi-résident, c'est pas parce qu'on est éligible au statut de quasi-résident que c'est forcément avantageux. Parce que parfois, les frais forfaitaires déjà inclus dans le taux d'imposition à la source sont plus grands que les frais réels. Donc, il faut faire une étude pour comprendre dans quelle situation ça vaut la peine de demander le statut de quasi-résident. Mais en fait, c'est un peu l'enjeu, Raphaël. C'est-à-dire, à partir du moment où on y a droit, potentiellement, il faut essayer de savoir si c'est intéressant ou pas intéressant. Voilà. C'est vraiment l'enjeu. Il est là, le piège. Voilà. Le piège est là. On aura peut-être des anecdotes d'ailleurs. Voilà. Ok, très bien. Voilà, merci. Je te laisse continuer, pardon. Voilà. Donc, c'est comme en fait si vous prenez deux verres, et puis d'un côté, on a un verre qui est rempli et qui tient compte des frais forfaitaires, et de l'autre côté, on a un verre qui est vide et que vous remplissez avec la réalité de vos frais. Donc, il y a quoi? Il y a la LPP à l'effectif, il y a l'AVS, l'assurance chômage à l'effectif, il y a les frais de déplacement, bon maintenant c'est limité à 500, mais quand même. Il y a les frais de repas, c'est soit 1600 francs, soit 3002. Il y a les intérêts hypothécaires pour ceux qui sont propriétaires. Il y a les frais, et c'est là où il y a un gros impact, il y a les frais d'entretien et de remplacement pour ceux qui sont propriétaires. Et il y a les assurances maladie. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça c'est ces éléments qui auront une influence sur le statut de quasi-résident. D'accord, donc effectivement, c'est vrai que la logique, tu l'as dit très bien tout à l'heure, mais la logique de ce statut, c'est d'accorder finalement aux frontaliers et à certains résidents étrangers les mêmes avantages qu'ont les résidents locaux, en termes de déduction notamment. C'était une des bases en fait, de la démarche initiale en fait, qui a été menée jusqu'au tribunal, sauf erreur. C'est ça. Okay, ouais. Les mêmes droits, les mêmes déductions qu'un contribuable du rôle ordinaire
c'est-à-dire un résident avec un permis C ou en Suisse. Très bien. Merci Raphaël. Alors n'oubliez pas hein, de poser vos questions au fur et à mesure, comme ça on les comment dire, on en prend note et puis on les ressort après. Parce que des fois, au moment où on fait la présentation, vous avez peut-être des choses qui vous viennent. N'hésitez pas, vraiment tapez-les et puis on gère tout ça grâce à Thibaut que vous ne voyez pas mais qui est là et qui nous assiste. Merci Thibaut. Ok, Raphaël, la parole, je te rends la parole. Voilà. Donc, il y a toute une procédure. Donc, et c'est ça, il faut être attentif. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que on est éligible au statut de quasi-résident? D'accord? La deuxième question, c'est ok, je suis éligible, est-ce que je suis gagnant avec ce statut ou pas? Parce qu'on a eu beaucoup de cas où les gens ils pensaient, du fait qu'ils étaient éligibles, ils pensaient être gagnants. Et non, on a eu des clients malheureusement qui ont demandé le statut de quasi-résident sans faire une évaluation au préalable et qui se sont tirés une balle dans le pied. C'est arrivé. Ouais. Ouais, effectivement, là, ça nécessite effectivement du conseil en fait. Ouais. Je pense. Donc l'éligibilité dans un premier temps, si vous n'êtes pas éligible, vous faites une rectification normale avec les déductions qui sont prévues jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. Par l'impôt à la source. Si vous n'avez rien à rectifier, vous rectifiez rien du tout. Mais c'est à travers cette demande de rectification qu'on demande le statut de quasi-résident. Donc, éligible, oui ou non? Si oui, faites une étude pour savoir si ça vaut le coup. Si ça vaut le coup, vous demandez le statut de quasi-résident. Si ça ne vaut pas le coup, vous faites une rectification simple. Et ça, il faut faire avant le 31 mars. Donc là, on est vraiment dedans. Là. En plus, c'est la période. C'est la période, et puis j'imagine que les professionnels tels que toi sont bien sollicités, donc il faut quand même le faire. Faut pas traîner, quoi. Faut pas attendre le 30. On a un agenda qui est bien chargé, qui commence à être bien chargé. Ok, très bien, je comprends. Donc avant le 31 mars, il faut prendre une décision et il faut savoir dans quelle situation on se trouve. Alors, sans rentrer dans le détail, je me permets, si je comprends bien, la demande de rectification, suivant le calcul que tu as, elle peut être aussi faite finalement dans un sens qui augmente ton impôt tous les mois ou pas du tout? Je n'ai pas très bien compris. Là, dans le cas, en fait, si on sort en fait du cadre du statut de quasi-résident et qu'on fait une demande de rectification, si on se rend compte que finalement, normalement, on ne paye pas assez d'impôts à la source par rapport à notre situation, ça veut dire qu'il vaut mieux le faire. Comme ça permet d'avoir tous les mois, en tout cas, une prise en compte de cet ajout plutôt que de l'avoir tout à la fin, c'est ça? Alors ça, c'est un autre problème, c'est le problème des prélèvements. Aujourd'hui, un employeur qui engage des gens qui sont imposés à la source, il a l'obligation de prélever l'impôt en fonction d'un barème et en fonction de la situation du contribuable, de son revenu. À partir de là, ça ne veut pas dire que ce qui lui a été prélevé, c'est la facture fiscale finale. Il y a toujours un contrôle à faire pour savoir si on a, notamment pour les personnes mariées, savoir si ce qui a été prélevé c'est suffisant ou insuffisant. On a le cas aussi des gens qui font rien, puis tout à coup l'administration fiscale revient sur 5 ans parce qu'ils sont mariés, puis les deux revenus sont cumulés et le taux d'imposition a changé par rapport au prélèvement. Ouais, donc il faut être quand même attentif à ça. Il faut être attentif. Ouais, je suis désolé, c'est vrai, c'est un petit détour qui n'est pas en relation extrêmement directe avec le sujet, mais quand même, il y a quand même un lien. Ok, voilà, désolé, c'est vrai que il n'y a pas de souci. Je trouve intéressant de le préciser en fait par rapport au. C'est très, non, mais c'est très bien de le dire. Ça marche. Ok, je te laisse continuer. Voilà, donc avant le 31 mars, il faut prendre une décision. Donc si vous avez fait la rectification simple, après vous recevez directement un courrier du service de l'impôt à la source. Si vous décidez de faire le quasi-résident, vous recevez une déclaration fiscale comme les résidents, comme ceux du rôle ordinaire. Donc cette déclaration fiscale, il faut l'établir et il faut donner tous les justificatifs pour arriver et après envoyer donc à l'administration fiscale qui, elle, va émettre un avis de taxation pour justement envoyer la facture fiscale finale. Donc peut-être un remboursement, peut-être s'il y a eu une insuffisance de prélèvement, peut-être aussi un rattrapage. Ok, d'accord, parfait, super.
Mais l'idée du casier résident, c'est vraiment, l'idée du casier résident et de la rectification simple, c'est de savoir dans quelle situation je peux payer le moins d'impôts. Ouais. En tout cas, faire l'impôt le plus juste aussi. Voilà. Ok, d'accord. Extra. Ok. Donc voilà, donc les pièges à éviter, c'est justement déjà savoir si on est éligible, on n'est pas forcément gagnant. Envoyer une demande de rectification avec votre choix avant le 31 mars. Puis après, établir la déclaration. Ok. Voilà. Donc ça, c'est sous contrôle, effectivement, quand on passe notamment alors, par un professionnel, tout ça est complètement rythmé, encadré. En gros, l'idée, c'est vraiment de rater aucune échéance, quoi. Exactement. Alors nous, ce que nous faisons, c'est, nous, on peut faire tout de A à Z, mais on peut aussi faire une partie. Par exemple, on a des clients, chaque année, ils veulent savoir s'ils sont gagnants. On leur fait une étude, une évaluation. Oui. Et puis après, ils font leur déclaration tout seuls, ça arrive aussi. Ou alors on prend tout en main. On a beaucoup de clients qui ont l'élection de domicile chez nous, c'est-à-dire qu'on reçoit leur avis de taxation, on le contrôle et puis on leur expédie. D'accord. Oui, au moins là, on est tranquille. Qu'est-ce qui se passe ça, c'est un côté un peu pratique. Qu'est-ce qui se passe si je fais, moi, ma déclaration tout seul, comme un grand, mais que je me trompe et je me trompe, que ce soit en ma faveur ou en ma défaveur, qu'est-ce qui se passe concrètement pour moi? Quel est en tout cas, que peuvent me dire les impôts ou me faire les impôts? De toute façon, vous trompez en votre défaveur, c'est si vous avez oublié de déduire certains frais auxquels vous avez droit parce que vous ne savez pas. Donc ça peut arriver. Donc là, quand vous recevez l'avis de taxation, vous avez 30 jours pour faire la correction. Okay. Dire attention, j'ai oublié mon assurance maladie par exemple. Vous avez 30 jours. Si vous passez le délai, ils ne reviennent plus. D'accord, mais par contre, il faut être conscient de cette erreur. Oui. Ok, oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça arrivait aussi qu'on reçoive des clients avec des avis de taxation. Ils ont fait eux-mêmes leur déclaration. Puis tout à coup, on se dit, mais vous avez oublié des éléments et tout. Puis alors là, on reprend tout en charge. On envoie une réclamation avec une nouvelle déclaration à l'administration fiscale. D'accord. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Régulièrement. Qui arrivent. Pas régulièrement, heureusement, parce que sinon... Non. Non, vas-y, continue. Une personne qui fait faux, qui a essayé de faire sa déclaration tout seul, on constate quand même qu'ils oublient des choses basiques. Et du coup, ça a un impact fiscal négatif en leur faveur. D'accord. Pas de souci, je suis en train de faire une petite manipulation. Oui. Tout va bien. On a eu beaucoup de questions. Pour l'instant, non, parce qu'en fait, justement, ça fait partie des manipulations. En fait, l'outil pour poser les questions, en fait, n'est pas activé. Donc, il faut que je l'active. Ok, on peut continuer, Raphaël, pas de souci. Moi, mon explication sur le casier résident, elle est terminée. Donc, je ressouligne certains points qui sont justement l'étude des frais réels contre les frais forfaitaires déjà inclus dans le taux d'imposition. Et puis, ça, je pense qu'il faut avoir une certaine maîtrise et puis il faut avoir une certaine expérience pour orienter les clients vers la meilleure solution fiscale. On est d'accord, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des sujets plus ou moins difficiles, plus ou moins compliqués. Alors, on va mettre quand même tes coordonnées à l'écran, si tu es d'accord. Hein, je les mets à la fin, comme ça, là, vous pourrez voir. Et de toute façon, elles seront sur la page d'inscription. Alors, là, on peut rentrer, en fait, dans les questions-réponses. Donc, je vais nous remettre enfin, en tout cas, vous allez voir nos visages. Vous les avez vus un peu tout à l'heure, mais on va les remettre maintenant. Voilà. Ok. Voilà. Donc, vraiment, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Posez-les pour qu'on puisse... y répondre en direct, c'est vraiment l'occasion. Là, je regarde notre assistant, Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions, Thibaut? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va changer en 2021?
Alors voilà, merci. Qu'est-ce qui va changer en 2021? Est-ce qu'il y a des nouveautés Oui. prévues sur, Oui. en tout cas, le sujet du statut de quasi-résident, Raphaël? Alors, sur le statut de quasi-résident, non, il y a pas de changement. Ça sera toujours. euh, il sera destiné à ceux qui sont éligibles et ils pourront déduire leurs frais réels. Maintenant, au niveau de l'impôt à la source, oui, il y a eu. Ça a été décidé dernièrement d'ailleurs qu'il va y avoir une réorganisation. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, on peut en parler, c'est On pas peut, gênant. on peut, on peut Enfin, en parler, si tu es mais d'accord. oui, il y a des changements, il y a beaucoup de changements qui sont prévus. Le statut de quasi-résident, lui, il continue à exister, et puis il sera uniquement destiné aux personnes qui ont 90% de revenus suisses. Ok. Mais il y a des déductions supplémentaires prévues par l'impôt à la source, elles vont être supprimées dans le cadre d'une rectification simple. Ok, d'accord. Donc ça légèrement moins intéressant pour demain, quoi. Le statut de quasi-résident, non. Par contre, les déductions, comme par exemple quelqu'un qui a un troisième pilier puis qui n'est pas éligible au statut de quasi-résident, bah, il ne pourra plus le déduire. Ok, compris. Ouais, effectivement. Ah ouais. Thibaut, peut-être une autre question? Oui, alors quels sont les frais inclus dans la déduction forfaitaire? Une question. Alors, il y a normalement Merci Julien. l'administration fiscale envoie avec la petite brochure quand elle envoie la demande de rectification, elle envoie les frais forfaitaires qui sont inclus dans le taux. Bah, il y a l'AVS, il y a l'assurance chômage, il y a la prévoyance professionnelle, les frais professionnels mais forfaitaires, et il y a l'assurance maladie et les frais médicaux. Après, les montants exacts, on les trouve facilement sur le net. À mon avis, l'administration fiscale l'envoie à tous les contribuables imposés à la source. Je vous remets à l'écran là, les frais si je les retrouve. Voilà, ça y est, ils sont là à l'écran. Vous allez pouvoir regarder. Voilà, c'est un document synthétique qui permet de voir tout ça. Merci en tout cas, Ouais. Raphaël. Une autre question, Thibaut? Oui, étant frontalier, peut-on déduire une cotisation à la CMU et à la mutuelle? Alors, quand on est frontalier, est-ce qu'on peut déduire les... excuse-moi, je voulais répéter en fait la question pour que tout le monde entende. Est-ce qu'on peut déduire donc les... Cotisation à la CMU et à la mutuelle. Voilà, est-ce qu'on peut déduire les cotisations à la CMU et à la mutuelle quand on est frontalier? Uniquement en passant par le quasi-résident. Ok. Ok. Merci pour cette réponse. C'était plus courte que la question. Pourra-t-on déduire ces rachats de deuxième pilier, voire troisième pilier, avec la déclaration simple en 2021? Non. Donc on ne pourra pas déduire les... si tu peux juste répéter la question. Je suis pas sûr qu'en fait que les gens entendent la question de Thibaut. Alors, pour qu'on puisse bien entendre. Les frais, en fait, les déductions supplémentaires prévues par l'impôt à la source, en 2021, elles s'arrêtent. D'accord. Donc les gens pourront uniquement les déduire avec le statut de quasi-résident. Ok, d'accord. Parfait. Je vais leur remercier Thibaut. Ouais, je vais lire les questions. Ce sera effectivement plus simple. Alors, on va les dérouler. Alors, est-ce qu'il n'est pas envisagé, question de Didier, il n'est pas envisagé de porter à 85% les revenus suisses pour le quasi-résident? Je pense que je ne vais pas débattre sur les 90%, sur les 90%, mais oui, ça serait bien que peut-être qu'il y ait quelqu'un qui se positionne là-dessus, de dire pourquoi 90%, pourquoi pas 80%, pourquoi pas 50%, pourquoi pas 10%. Ça va pas faire les affaires du canton, ça, si on descend trop. Je sais pas. J'ai pas calculé, mais en tout cas, bon, la condition c'est 90%. Et puis, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? C'est pas à moi de le dire. Une question là, qui, pour le coup, qui est ma question. Est-ce que ça a été envisagé dans d'autres cantons?
que le canton de Genève, à ta connaissance? Oui, je pense. En tout cas, sur le canton de Vaud, il y avait quelque chose qui était prévu pour les quasi-résidents. Disons pour les frais effectifs. Mais après, nous, on s'est concentré sur le canton de Genève parce que chaque canton a la liberté de faire comme il veut au niveau de l'impôt cantonal et l'impôt communal. Et donc Genève a décidé de faire comme ça. Donc nous, on s'est concentré là-dessus. Ok, d'accord. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres cantons. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, a priori, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a effectivement des lois pour chaque canton. Alors, si on est en couple et pacsé, est-ce que les revenus du conjoint en France comptent? On l'a dit oui. Si vous êtes marié, attention, marié, le partenariat, ça n'a pas d'incidence sur la fiscalité genevoise. Ok, c'est important. Ouais. Si vous êtes marié, oui, le revenu de votre époux, de votre épouse, il rentre en considération dans le calcul de l'éligibilité et puis aussi dans le calcul de la rectification simple, puisqu'ils tiennent compte pour le taux du revenu étranger. Ok. Est-ce que c'est une question peut-être qui peut paraître bête, mais est-ce que la rectification, enfin, ça s'applique pour les personnes mariées et de même sexe en France? Alors, il faut être marié. D'accord. Donc, indépendamment si c'est un... Ok, d'accord. Donc, il y a le partenariat enregistré qui doit être reconnu à Berne, sauf erreur, mais oui, il faut avoir un statut de marié. Ok, d'accord, très bien. Ouais, donc, a priori, ça fonctionne. Ça marche. Autre question. Est-ce qu'il faut garder tout... Alors, c'est Jérémy qui nous demande, est-ce qu'il faut garder tous les reçus pour justifier les frais réels? Alors, il faut avoir à disposition de l'administration fiscale les frais concernant le bien immobilier. Si vous faites de la rénovation, du remplacement, il faut avoir une petite comptabilité pour justifier ce que vous déduisez. Pour les frais de repas, non. Et les assurances maladie, oui, il faut les justificatifs. Alors, l'administration fiscale peut demander le tout. Ok. Nous, notre procédure est la suivante, et que nous on envoie tout ce qu'on a. On envoie à l'administration fiscale pour éviter les demandes de renseignement. On en reçoit quand même, mais pour éviter un maximum de demandes de renseignement. D'accord, ok. Extra. Alors Jean-Philippe nous demande, si le revenu de notre conjoint est très bas, comment demander une rectification de taux appliquée par l'administration fiscale qui est élevée? Voilà. En gros, il a un taux aujourd'hui qui est élevé. Il a un taux de barème de prélèvement qui est élevé et il aimerait le réduire. Donc, il peut aller sur le site de Genève, ge.ch. Vous tapez sur Google correction du taux du barème de prélèvement. Et puis, vous pouvez remplir les cases. Et effectivement, après, ils adaptent un taux de prélèvement. Ok. Et est-ce que ça fait partie des choses que des professionnels comme toi font aussi? Oui, bien sûr. Ouais, ok, ouais, d'accord. C'est un service qu'on vend. Ok, ouais, on peut le faire. Voilà, oui, bien sûr. Ouais. Donc on peut le faire ou le faire faire. Ok, d'accord, super. Alors, autre question. Alors, une question de Vincent qui, ma foi, est une question tout à fait pertinente. Du coup, si on n'est pas éligible au statut de quasi-résident, cela n'a plus aucun intérêt d'alimenter son troisième pilier. A. La réponse est... La réponse est oui. Eh ouais, malheureusement oui. En tout cas, cette année c'est encore bon, mais l'année prochaine ce sera plus bon. Pour 2020, c'est ça. Ça bloque. Ok, bon. Mais ça, votre assureur, il aurait dû vous le dire. Ouais, bon, on a encore malheureusement des cas d'assureurs qui n'ont pas vu cette modalité. Mais ça, je pense que ça peut... Le sujet, justement, de la réorganisation de l'impôt à la source... c'est un sujet qu'on est en train de travailler dessus. C'est un sujet qu'on va présenter dans les entreprises aussi, parce que il va y avoir un impact quand même important. Aujourd'hui, je me rends compte, beaucoup de gens se posent des questions et en fait, ils ne savent pas comment ça va se passer. Donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être organiser après la période fiscale, d'expliquer aux gens
en quoi consistent tous ces changements. Oui. Non, je pense que c'est important. Là, je ne vais pas me faire des amis, mais typiquement, on a encore des cas qui nous reviennent, à titre personnel, bien j'entends, d'assureurs ou de personnes qui proposent encore des troisième piliers à des personnes qui manifestement n'auront pas droit au statut de quasi-résident. Donc là, on est vraiment sur une faute, quoi. On est sur une faute de conseil. C'est mon sentiment, c'est-à-dire la personne doit vraiment s'assurer, en tout cas, de votre situation avant de vous proposer un produit comme ça. Parce que, ok, le troisième pilier a un intérêt en termes de placement, mais c'est aussi et surtout, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, un intérêt notamment sur le plan fiscal, le troisième pilier notamment. Oui. Donc c'est quand même dommage. Voilà. En tout cas aujourd'hui, si vous êtes dans cette démarche, posez bien les bonnes questions à votre assureur. Alors voilà, la plupart sont quand même très bien. Moi, je connais des assureurs qui notamment ont arrêté de commercialiser les troisième piliers déjà depuis 2 ans. Donc ils font les choses correctement. Mais voilà, posez ces bonnes questions à votre assureur, puis comme ça vous serez rassuré. Alors voilà, donc le piège quand on a un troisième pilier, c'est celui-là, c'est celui de ne plus être éligible au statut de quasi-résident. Parce que ça sera la seule manière que les contribuables imposés à la source auront pour déduire leur troisième pilier. Ça ne veut pas dire, qu'il sera plus déductible. Il sera uniquement déductible avec le statut de quasi-résident. Donc il faut voir l'éligibilité. Si vous êtes éligible, un troisième pilier continue à avoir des avantages. D'accord, non, bien sûr. Oh, non, je dis pas le contraire, mais c'est ça l'enjeu, c'est vraiment s'assurer qu'on est éligible. Ouais. Avant de prendre une décision. Et puis l'éligibilité, c'est quelque chose qui se calcule chaque année. Donc c'est pas parce que cette année vous êtes éligible que l'année prochaine vous le serez. Bien souvent. Cette année vous n'êtes pas éligible, puis l'année prochaine vous le serez. Oui, ça c'est un élément très important effectivement qu'on n'a pas mentionné. Chaque année. Oui, c'est vraiment chaque année que le statut de quasi-résident en fait se calcule. Il se décide. Et se décide, ouais. Ok, merci pour ces précisions. Alors il y a pas mal de questions, du coup on essaiera d'y répondre. Si on ne répond pas à toutes, on essaiera d'y répondre après, par écrit, en regroupant les questions. Alors attendez, je lis. Alors, faut-il avoir travaillé au moins 1 an à Genève avant de pouvoir faire la demande de quasi-résident et donc attendre la 2e année? Non, pas forcément. C'est sur la période sur laquelle vous avez travaillé à Genève qu'on calcule l'éligibilité. Si vous êtes une personne seule, par exemple, que vous avez travaillé que 6 mois à Genève, sur les 6 mois, sur les 6 mois, vous pouvez être éligible au statut de quasi-résident. Après, il faut voir si c'est avantageux. Okay. Si vous êtes un couple, là, si vous êtes marié, ben c'est l'éligibilité du foyer sur toute l'année. Oui, effectivement. Okay. Ouais. Bah, c'est ça, effectivement, la difficulté, c'est que souvent, pour la personne qui travaille, par exemple, en France, dans le couple, on saura finalement à la fin réellement combien elle va toucher. Donc, de toute façon, d'accord, oui, effectivement. Une question de Cyril. Bonjour, j'ai plus de 12 mois travaillé en Suisse. Cependant, seulement 10 dans le canton de Genève. Suis-je éligible pour le statut de quasi-résident? Donc les 2 autres mois, ils ont été travaillés sur un autre canton, mais en Suisse, si j'ai bien compris. Oui, vous êtes éligible au statut de quasi-résident. À moins que vous ayez d'autres revenus en France. Mais en tout cas... Pardon. C'est la période de l'année qui veut ça. Il faut calculer sur l'année ce que vous avez gagné en Suisse. Et le canton de Vaud, par exemple, c'est du revenu suisse. Merci pour la réponse. Pascal nous pose la question suivante qui est intéressante. Ma question est peut-être bête, mais il n'y a pas de question bête, je préfère le dire. Mais peut-on passer en statut de quasi-résident quand on est résident étranger habitant sur le canton? Oui, ça veut dire que vous êtes permis B. Donc les permis B, ils ont aussi l'accès au statut de quasi-résident. Merci. Je regarde les questions. Du coup, là, on a pas mal. Alors, Grégoire nous demande, proposez-vous des simulations avant de faire une demande de rectification quasi-résident pour être sûr de ne pas payer plus d'impôts après la rectification? Oui, tout à fait. C'est l'enjeu. Bien sûr, oui.
Aurélie, qu'en est-il des frais de scolarité en privé si il y a une demande de statut handicap en cours pour l'enfant? Un statut de... Pardon? Un statut de handicap pour l'enfant en cours. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, je suppose, pour les déductions? Déjà, l'enfant lui-même, il a une déduction. Donc, les enfants mineurs, ils ont une déduction, mais pas les frais de scolarité, hein. C'est vraiment les frais de garde qui sont déduits en plus de la déduction de l'enfant. D'accord. Et puis, il y a, quand ils sont majeurs, tant qu'ils sont étudiants, les parents peuvent avoir la charge d'enfant à déduire Ok. pour leur fiscalité, tant D'accord. qu'ils sont étudiants. Ok, d'accord. Florian nous demande si les frais médicaux sont plafonnés. On a vu que oui, hein. Les frais médicaux? Les frais médicaux? Non. Ah, ils sont pas plafonnés, pardon. Non. Excusez-moi, j'ai pas suivi. On a des clients qui ont, par exemple, ça va très vite avec les dents, ou avec d'autres traitements, où tout a été à la charge du patient. Le statut de quasi-résident a été bénéfique. D'accord, ok. Ouais, quand même. Grégoire nous demande, bonjour, dans les frais réels, à part les frais de repas, transport, CMU, intérêt de prêt immobilier, troisième pilier, que pouvons-nous déduire, les frais de mutuelle, les frais bancaires? Oui, Ouais. les frais bancaires, les frais de mutuelle, les assurances vie sur des emprunts, les frais d'entretien de votre bien immobilier si vous êtes propriétaire, les frais de formation, de perfectionnement, les frais médicaux à votre charge. Voilà, c'est la déclaration des contribuables résidents du rôle ordinaire. D'accord. Pierre-Emmanuel, pourra-t-on déduire ces rachats de deuxième pilier ou troisième pilier avec la déclaration simple en 2021? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Pour le troisième pilier, oui, et le deuxième pilier? Le rachat de deuxième pilier, Oui. c'est une déduction malheureusement supplémentaire. Donc, Ça veut dire quoi? Déduction supplémentaire prévue par le règlement de l'impôt à la source. Donc, toutes ces déductions supplémentaires, avec une déclaration simple, c'est-à-dire une rectification simple, ne pourront plus être déduites. Ok, d'accord, oui, ça c'est quand même important. Donc la réponse est non, hein, c'est ça. La réponse est non. Mais, attention, avec le statut de quasi-résident, oui, c'est déductible. D'accord. Alors du coup, je reprends la question de Sissi parce que c'est important pour que tout le monde comprenne bien. Il semblerait qu'à partir de 2021, la rectification ne sera plus possible et que le statut de quasi-résident sera appliqué à tout le monde. C'est pas tout à fait ça. Non, Non. c'est pas ça. C'est le statut de quasi-résident, il faut être éligible. L'éligibilité, elle n'est pas tombée. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un sujet, la restructuration de l'impôt à la source, tout ça, c'est un sujet qui est complexe. Aujourd'hui, on est là pour parler du quasi-résident et dire quel effet le quasi-résident a sur la fiscalité des contribuables imposés à la source. Il faut bien retenir, c'est pas parce que vous êtes éligible que vous êtes gagnant. Il faut bien évaluer vos frais forfaitaires et vos frais réels. Il faut faire une comparaison. Après, tout ce que l'administration fiscale envisage de faire pour les années à venir, ça c'est vraiment un gros chapitre où on est en train de préparer vraiment des séances qu'on va présenter dans diverses sociétés où il y a beaucoup de contribuables imposés à la source. Voilà. Ouais, je comprends. Alors effectivement, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent ou des responsables RH, sachez que effectivement, Raphaël fait des interventions en entreprise pour les salariés, enfin, pour les collaborateurs, c'est vraiment très bien. Il y a une expérience en plus dans le domaine de ce que je sais. Alors, je balaye les questions. Alors attendez, il y en a eu pas mal depuis. Est-ce qu'on peut perdre de l'argent si on décide de tout retirer notre troisième pilier pour le réinvestir ailleurs si on n'est pas éligible au statut de quasi-résident? Alors je ne sais pas si ça a un lien avec le statut de quasi-résident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, suivant la date à laquelle vous l'avez souscrit et le type de troisième pilier que vous avez, vous pouvez effectivement perdre de l'argent. Ça, c'est sûr.
Ce serait des valeurs de rachat. Ouais. Après, il y a des conditions aussi pour retirer le troisième pilier A. Ça, il faut regarder avec la société avec laquelle ils ont fait. Oui, c'est ça. Ok. Le statut de quasi-résident est-il intéressant? Donc c'est une question de Sissi. Le statut de quasi-résident est-il intéressant si on est locataire et que 100% des revenus sont générés en Suisse? C'est une bonne question. Le problème, c'est que Sissi, moi, je ne connais pas vos frais réels. Je ne sais pas combien vous payez de CMU, je ne sais pas combien vous cotisez à la LPP, je ne sais pas si vous avez eu des frais médicaux, je ne sais pas si vous avez des frais bancaires. Oui, c'est difficile de répondre en l'état, ouais. Voilà. Par contre, je pense que investir un petit montant pour faire une évaluation fiscale sur votre situation serait intéressant parce qu'on a des cas simples comme le vôtre où on se rend compte que la LPP elle est élevée par rapport aux frais forfaitaires et puis du coup on peut avoir un retour d'impôt de 1000 francs. J'ai déjà vu des cas comme ça. Ouais. C'est toujours à prendre. Hein. D'accord. Alors, Fabrice nous dit, pour résumer simplement, pour un salarié qui est célibataire, sans enfant, ni troisième pilier, ni prêt, qui est en location et avec des frais de déplacement professionnels moyens, donc 70 km aller-retour, ce statut ne sera pas intéressant même sans faire de calcul prévisionnel. Ben là, c'est pareil. C'est la même question. Vous payez combien de CMU, monsieur? Voilà. Alors voilà, Fabrice, si vous voulez nous dire combien vous payez de CMU, via le chat, on peut gérer ça. Voilà. Ça dépend. C'est vraiment l'effectif. Le premier pilier, le deuxième pilier, les frais bancaires, les frais médicaux, l'assurance maladie. C'est clair que si vous n'avez pas de frais, des petits frais réels, la question ne se pose même pas. Mais chaque cas est distinct. Moi, j'ai des clients me disant, mais moi, mon collègue, oui, mais votre collègue, est-ce qu'il est célibataire ou il est marié? Est-ce qu'il a le même emprunt que vous? Est-ce qu'il a la même CMU? Est-ce que lui, au contraire, est-ce qu'il n'aurait pas une assurance maladie en Suisse? Tout est relatif. Donc c'est vraiment les quasi-résidences, vous déduisez ce qui vous concerne. C'est pas global, contrairement à l'impôt à la source. C'est ce qu'on voit pas mal malheureusement dans les forums, hein, pour être tout à fait franc. On voit des choses parfois bizarres. Les gens sont de bonne volonté, mais pensant que leur cas est un cas général, en fait, ils racontent des choses qui sont fausses, en fait. Dans les forums, en tout cas sur le web. Mais bon, surtout sur la fiscalité en Suisse. Fabrice nous a répondu, il paye 3000 francs de CMU. Par année ou par trimestre? Ouais, je pensais par année. Ouais. C'est en dessous du forfait. 3000. D'accord, donc ça veut dire que ce serait a priori pas intéressant. A priori. Ok. Bon, il nous demande quand même en fait combien coûte l'estimation par vos services. Alors, vous pouvez aller sur notre site internet, c'est gvaconseil.ch. Il y a les tarifs, donc les évaluations c'est entre 60 et 90 francs. Et vous pouvez même faire des cyber-évaluations, c'est-à-dire vous nous envoyez vos documents par email, et puis après on vous envoie le résultat. C'est entre 60 et 90 francs en gros. Ouais, ce qui est qui est très abordable en fait. Oui. Ouais, ok. Très bien. Une question, alors ça n'a pas à voir avec le sujet, mais on peut toujours dire. Est-il judicieux de souscrire un troisième pilier B afin de compenser la perte du troisième pilier A? J'y réponds rapidement, mais c'est pas le sujet, mais typiquement en fait dans cette configuration-là, si vous êtes frontalier, je pars du principe que vous êtes frontalier si c'est le cas. Je pense que pour le coup, il vaut mieux réfléchir à réinvestir cet argent plutôt sur la France dans tout ce qui est relatif justement en tout cas à tous les instruments financiers qui sont des instruments financiers de défiscalisation. Encore faut-il que vous ayez bien sûr des revenus en France. Voilà. En tout cas, c'est un peu la même réponse aussi que je ferai à Raphaël. C'est assez compliqué sans savoir de vous conseiller. Mais par contre, voilà un peu, je vous donne une piste en tout cas. Aurélien nous dit voilà, je suis à la CMU avec mutuelle privée, je n'ai pas de facture des frais médicaux après prise en charge de la CMU. Comment faire pour déduire ces frais, facture des médecins incluant ma prise en charge CMU? J'ai pas bien compris. Elle a pas de frais. Alors en fait, elle a pas les factures. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a eu des frais, mais de ce que je comprends, hein, c'est qu'elle n'a pas de facture. Donc c'est-à-dire qu'elle elle peut pas le prouver.
Bah, si elle a eu des frais et qu'elle n'a pas gardé les factures, c'est un problème parce que l'administration fiscale pourrait les demander. D'accord, ouais. Donc il faut faire attention quand même à ces cas. D'accord. Ok, il nous reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Je regarde les questions. Alors les frais bancaires qu'on déduit, c'est en Suisse ou en France, ou en Suisse et en France? En Suisse et en France. Ah, en Suisse et en France, ok, bonne nouvelle. Et alors moi, par contre, c'est ma question à moi. En termes de frais bancaires, en fait, ça regroupe quoi les frais bancaires? Bah, les frais de tenue de compte, les intérêts débiteurs, c'est surtout, enfin c'est ça. Ok, d'accord, ouais, quand même. Les frais de tenue de compte, je suis étonné, d'accord. Intéressant. Moi, je suis toujours, comment dire, très admiratif en fait du nombre de possibilités, de cas, de choses qu'on ignore complètement. Ça, franchement, je savais pas. Et pourtant, je suis le sujet depuis un moment. Donc voilà, on a toujours intérêt de poser la question aux bonnes personnes. David, vous n'avez pas de frais bancaires, vu que vous passez par Bichard. On peut potentiellement tous avoir des frais bancaires quand même. Mais effectivement, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à cet angle d'attaque. Bravo. Je vous recrute là pour faire la com chez nous. Les cotisations d'assurance maladie à une assurance européenne, non CMU, non la MAL, sont-elles déductibles? Tout à fait. Excellent. Est-ce qu'il est possible, question intéressante de Grégoire, est-ce qu'il est possible d'effectuer des rectifications sur des années antérieures, par exemple 2018? Non, le statut de casier résident, il peut être demandé uniquement avant le 31 mars pour l'année d'avant. Ouais. Donc on ne peut pas faire le casier résident pour 2017 par exemple. Ouais. Donc c'est là en fait c'est après avoir vu ce webinaire. 2018. Oui. Et c'est après avoir vu ce webinaire que vous allez vous dire mais bon sang, qu'est-ce que j'ai laissé à l'administration en fait. Mais bon, c'est votre contribution au canton. Voilà, il faut le prendre comme ça. Ça a servi en tout cas pour faire des choses, c'est pas complètement perdu et ça vous permet d'avoir des meilleures conditions de travail. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux l'année d'après d'aller voir un spécialiste à mon avis. Voilà, gardons. J'ai eu le cas dernièrement d'une cliente qui m'a dit j'ai connu en 2014 le casier résident, c'est vraiment dommage parce que j'ai perdu 5 ans. Ouais. C'est dommage, mais malheureusement on peut. Ouais, et il vaut mieux pas calculer parce que ça fait mal. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que les frais de formation, Florian nous demande si les frais de formation sont plafonnés? C'est une bonne question, il faudrait que je regarde, mais il me semble que non. Okay. Il me semble que non. Bon. S'il y a besoin de compléments, vous saurez où trouver Raphaël. Il ne sait pas tout, c'est n'est qu'un homme. Après, les frais de formation et des perfectionnements, ils sont également déductibles à l'impôt à la source. D'accord. Ouais. D'accord. Donc c'est pas ça qui va impacter le casier résident. Oui, effectivement. Alors, la valeur locative d'un bien immobilier en France est-elle calculée de la même façon qu'un bien en Suisse? Et celle-ci fait-elle partie du calcul des revenus dans la détermination du statut de quasi-résident? Alors, merci pour cette question, elle est très bien. Alors, la valeur locative de votre bien immobilier en France, elle n'est pas calculée comme en Suisse, elle figure sur vos taxes d'habitation au verso. Cette valeur locative, elle est convertie en euros et elle rentre en considération pour l'éligibilité. C'est-à-dire que ce revenu fictif est considéré comme revenu étranger. Ok ? Donc c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Ok. Alors, merci Vincent. Est-ce que les commissions... Voilà, attendez, les questions défilent vite, j'arrive plus à lire. Est-ce que les commissions de change de Bicharp ou des banques sont considérées comme des frais bancaires déductibles? Wow. Alors... Ils vous ont pris à la lettre, hein. Vous avez fait une blague sur... Non, pour déduire vos frais bancaires, il faut une attestation de la part de la banque qui atteste que vous avez payé 200 francs de frais relatifs à votre tenue de compte. Ok, bon c'est vrai que... Alors, la problématique que vous aurez, c'est que effectivement, les banques, notamment les frais de change, en fait, elles les intègrent au taux de change. De plus en plus, en tout cas pratiquement toutes,
C'est-à-dire que ça n'apparaît plus comme des frais sur, malheureusement, les relevés. Et pourtant, on peut vous garantir ici à Bicharp que ce sont bien des frais. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok, il nous reste 10 secondes. Donc, je vais vous dire... Alors, pour ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas répondu, on va avoir accès à ces questions. Et on va essayer de faire un regroupement et on va y répondre sur la page du webinar. Donc, je me ferai aider par Raphaël. On répondra rapidement, mais on répondra. Moi de mon côté, écoutez, en tout cas je vous remercie tous pour votre assiduité et en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie aussi chaleureusement Raphaël Del Rosso de la société GVA Conseil, pardon. Si vous avez des questions sur la fiscalité, je crois que vous avez compris à qui vous pouvez vous adresser. C'est vraiment le moment de le faire, hein. Je crois que important, un message important avant de se quitter, si vous attendez trop, vous courez le risque en fait après qu'il y ait finalement plus de place ou qu'il y ait trop de gens en fait. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est vrai qu'on a vu qu'aujourd'hui il y avait quand même un potentiel a priori de gain, en tout cas de récupération qui est quand même assez important, et ce serait dommage de passer à côté. Voilà, donc Raphaël, merci 1000 fois pour cette intervention. Je crois que vu les questions, je pense qu'on peut dire que ça a vraiment intéressé les gens. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, je vous dis à très bientôt donc le mois prochain pour un autre webinaire sur un sujet qu'on vous dira un peu plus tard. Merci, au revoir. Merci, au revoir.